Bonjour à tous, c'est Overlord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le PC portable Honor MagicBook X15 qui est un PC portable de bureautique d'une dimension de 15 pouces. Mais avant de vous dévoiler la fiche technique de la bête, je vous laisse admirer ces quelques plans dignes des plus grands films hollywoodiens. La bête est équipée d'un Core i3 10110U, des graphiques intégrés Intel UHD de 10e génération, 2x4 Go de DDR4 cadencé à 2400 MHz, un SSD de 256 Go, et un écran en 1920 par 1080. Donc c'est une bonne petite configuration pour de la bureautique. Le Core i3 de 10e gen avec 2 cœurs et 4 threads s'en sort très bien sous Windows 11. On va surtout voir ensemble comment cet ordinateur s'en sort dans les jeux vidéo. Donc tout d'abord je suis allé dans le BIOS pour voir si on pouvait trifouiller un petit peu la fréquence d'horloge des Intel UHD Graphics, mais a priori on ne peut pas puisque c'est un BIOS qui est vraiment très basique. La fréquence de base du processeur est de 2,1 GHz mais peut monter en turbo jusqu'à 4,1 GHz lorsqu'il est branché en secteur et en performance élevée. Et donc tous les jeux vidéo que nous allons tester tourneront sur ce mode de performance. Et pour profiter au maximum de cette session de jeu, j'ai sorti la plus belle des souris AliExpress. Elle m'a littéralement coûté 2€ et est d'une qualité vraiment exécrable, mais on fera avec. Mais avant, on va lire quelques avis d'utilisateurs, notamment Francesca qui nous dit Qualità prezzo buona, ottimo, soddisfatta, bellissimo, consigliatissimo, vaffanculo. Le premier jeu à passer sur le banc de test est Torchlight 2 en 1080p en graphisme élevé. De manière générale, le jeu s'en sort plutôt bien. On est autour des 40 images par seconde, même si on a un petit peu de CPU bottleneck à droite à gauche. Cela reste parfaitement jouable et d'autant plus que les graphismes ont plutôt bien vieilli. Mais cependant, lorsqu'il y a de gros fights ou alors lorsque le jeu doit loader de nouvelles choses, on peut ressentir de temps en temps certains stutters en dessous des 30 images par seconde. Ce n'est pas non plus rédhibitoire pour l'expérience de jeu, mais cela peut s'avérer quand même plutôt gênant. C'est donc au tour de Left 4 Dead 2 avec un preset graphique mélangeant faible, moyen et élevé. Et même si ce dernier est sur le papier plutôt jouable, on retrouve les mêmes problèmes que l'on a eu avec des graphiques intégrés ou des cartes graphiques très anciennes, c'est-à-dire d'énormes stutters voire même des arrêts sur image pendant plusieurs secondes. Si cela peut s'avérer très problématique en solo, cela se révèle rédhibitoire pour une expérience multijoueur, car si vous êtes l'hôte de la partie, cela peut avoir un réel impact sur l'expérience de jeu des autres joueurs. Ces problèmes peuvent être minimisés en abaissant la qualité des graphismes, ainsi qu'en intégrant un cap à 60 images par seconde, mais parfois lorsqu'il y a des scènes de combat intenses et beaucoup de zombies à l'écran, le jeu se met parfois à friser. Half-Life 2 en graphisme élevé est parfaitement jouable. On est généralement au-dessus des 60 images par seconde, même si parfois on a des petites chutes de FPS, notamment lorsqu'il y a des explosions à l'écran ou des effets volumétriques. Mais cela dure une petite seconde et on descend environ des 45 images par seconde, ce qui à mon avis se révèle très peu gênant. De plus, il est toujours possible de désactiver l'anti-crénelage afin d'augmenter les performances. Il est même possible de dépasser les 90 voire même 100 images par seconde lorsqu'on est en intérieur, dans des scènes cloisonnées, il ne se passe pas grand chose. En résumé, un jeu parfaitement jouable sur notre belle machine. C'est donc au tour de Fallout New Vegas de passer sur le banc de test. En preset moyen, le jeu atteint facilement les 60 images par seconde lorsqu'il n'y a pas trop d'éléments à l'écran et lorsqu'on fait un petit peu d'exploration. Mais encore une fois, nous retrouvons les mêmes problématiques que l'on a eu sur des précédentes machines, c'est-à-dire des stutters un petit peu présents, ainsi qu'une chute de FPS assez conséquente lorsqu'on passe en mode SVAV. Mais Fallout New Vegas n'est pas un jeu nécessitant un haut taux de FPS, et peut donc être joué sans problème dans de telles conditions. Il est même possible de mettre un cap à 30 images par seconde et de passer les graphismes en élevé. Nous allons maintenant tester Neverwinter Nights Ends Edition en paramètres élevés. Et encore une fois, c'est parfaitement jouable. Lorsqu'on explore un petit peu, qu'on se balade en ville, on est autour des 40 images par seconde, ce qui est très raisonnable. On a parfois quelques petits stutters comme on peut voir sur le graphique, mais cela n'impacte en rien l'expérience de jeu. Et lorsqu'on a affaire à des combats avec beaucoup d'effets à l'écran, les FPS chutent un petit peu vers les 30 images par seconde, mais dans ce genre de jeu, cela ne pose pas réellement de problème, car c'est un jeu utilisant le système de pause active et qui ne nécessite donc pas des réflexes surhumains. On notera tout de même que c'est lorsqu'on zoome au maximum pour être au plus près de l'action que les FPS chutent le plus. On se retrouve désormais sur Necromunda Hired Gun avec les graphismes au minimum et le FSR 1.0 en mode performance. Alors j'ai voulu inclure ce jeu car en ce moment j'y joue et c'est un très bon jeu que je recommande. Cependant, dans de telles conditions, il est extrêmement difficile de prendre du plaisir de jeu, car en plus d'avoir une image parfaitement immonde, les FPS ne dépassent même pas les 30 images et tournent autour de 20-25 images par seconde, ce qui est extrêmement peu, d'autant plus que le jeu a une certaine difficulté et nécessite quand même de bons réflexes.
Sur le gameplay, on a l'impression que je ne sais pas jouer, mais en fait c'est que c'est extrêmement difficile de jouer dans des conditions pareilles. C'est donc autour de GTA V en 720p en graphisme normal. Lors des phases de voiture, surtout lorsqu'on conduit vite, le CPU est vite mis à mal. On peut observer dans la séquence de gameplay des chutes sous la barre des 20 images par seconde, ce qui est dû en partie à la faible puissance du CPU, mais également à la RAM qui est presque complètement maxée. Il est possible de résoudre en partie le problème en diminuant la taille des textures, ce qui permet de diminuer l'utilisation de la quantité de RAM, donc qui est partagée entre le chipset graphique et la RAM système. Lors des phases à pied, le jeu s'avère relativement jouable, on tourne autour des 30 images par seconde, et l'expérience de jeu s'avère déjà bien plus agréable. Pour ce qui est d'Age of Empires 3, le jeu s'avère parfaitement jouable, rien d'étonnant car c'est un vieux jeu. Cependant, MSI Afterburner n'arrive pas à fonctionner sur ce jeu, mais à vue d'œil, lorsqu'on se situe dans une bataille assez intense, on tourne autour de 40-45 images par seconde, et lorsqu'on fait de l'exploration sur la carte et qu'on balade un petit peu le curseur, on atteint facilement les 60 images par seconde. En conclusion, un classique parfaitement jouable sur ce genre de machine. Pour ce qui est de BioShock Infinite en 720p et preset faible, le jeu s'avère relativement jouable. On tourne autour de 30-35 images par seconde, ce qui s'avère parfaitement honorable, même si le frame time graph est assez hasardeux et plein de micro-stutters. La majorité du temps, on ne les ressent pas, donc cela ne pose pas réellement de problème. On a tout de même parfois quelques chutes de FPS ici et là, mais je ne pense pas que cela s'avère réellement gênant pour l'expérience de jeu. Pour ce qui est de Diablo Immortal, cela est un petit peu mitigé. En définition native et en graphisme faible, le jeu est généralement en dessous des 30 images par seconde, même si de fait cela reste relativement jouable. L'expérience n'est pas des plus agréables et il est tout de même dommage de jouer dans de telles conditions pour un jeu qui est destiné avant tout au marché du mobile. Mais il est tout de même possible de passer le jeu en 720p ou 900p, d'établir un cap à 30 ou 35 images par seconde, et bien que cela implique une perte de qualité graphique, l'expérience est déjà tout de suite plus agréable. Après, il convient de notifier que Diablo Immortal n'est pas le jeu de la décennie, et en plus de ça est moralement discutable, dû au fait de l'omniprésence des microtransactions et de systèmes gacha. Mais cela reste un petit jeu gratuit sur lequel on peut jouer quelques dizaines de minutes par-ci par-là. En résumé, je suis agréablement surpris des performances de l'ordinateur, surtout quand on connaît les performances exécrables que pouvaient avoir les graphiques intégrés Intel. Les finitions de l'ordinateur sont plutôt bonnes, même si on peut regretter qu'il n'ait pas de clavier rétro-éclairé. Et comme on l'a vu, il est possible de jouer à des petits jeux, tant que ceux-ci ne sont pas trop exigeants ou trop récents, mais il est surtout très bon en bureautique et démarre littéralement en 10 secondes, et le constructeur a fait l'effort de mettre 2 barrettes de RAM pour bénéficier du Dual Channel. Lors de son achat il y a un an, il valait plus de 360 €. Aujourd'hui, je recommanderais difficilement de mettre une telle somme pour un ordinateur pareil. Il peut peut-être se trouver en occasion autour des 200-250, ce qui est déjà un prix bien plus raisonnable. D'autant plus qu'il convient de souligner que le son n'est vraiment pas terrible. 48. Nos 8 Go de mémoire en DDR5 et la fréquence du GPU ainsi que celle de la mémoire semblent correspondre, même si la fréquence par défaut est établie à 1284 qui est normalement la fréquence boost. Sur ce, je vous laisse car je ne sais plus vraiment trop quoi dire, et on se retrouve peut-être un jour sur une prochaine vidéo si je mets pas encore 8 mois à en sortir une.